merci beaucoup à ceux qui sont présents physiquement et à ceux qui sont présents devant leurs écrans. Alors, ceux qui ont le retour vidéo, je ne regarde pas mes chaussures, mais c'est parce qu'il y a un retour vidéo là juste à mes pieds. Moi, je suis Raphaël Claustre d'Île-de-France Énergie. Île-de-France Énergie, c'est la société de tiers-financement de la rénovation énergétique de la région Île-de-France, donc qui appartient majoritairement à la région Île-de-France, à la ville de Paris, à la Caisse des dépôts notamment, et qui a pour but de faire un accompagnement tout intégré, que j'aurai l'occasion de détailler juste après, tout intégré sur ses aspects techniques, ses aspects humains et ses aspects financiers. Nous avons aujourd'hui une expérience assez importante d'accompagnement de presque 100 copropriétés, un peu plus de 15 000 logements, dont 3 300 ont déjà voté des travaux et des travaux ambitieux, des travaux globaux, c'est-à-dire qui permettent en moyenne de diviser par 2 la consommation d'énergie avec une représentation des ménages modestes ou à revenus modestes et très modestes qui est significative, à peu près un quart des ménages, soit à revenus modestes ou très modestes. Et donc, je vais expliquer comment nous intervenons. Avant, un petit quiz pour participation du public. La question que je vous pose, c'est quel est le meilleur moment pour lancer un projet de rénovation énergétique? Alors, le mais, il n'y a pas forcément une réponse absolue. Les réponses sont plus relatives. La première, c'est quand je veux. La deuxième, lorsqu'un ravalement de façade se profile. La troisième, quand la chaudière tombe en panne. Et la D, maintenant. Si on lance le quiz, la réponse, vous pouvez répondre dès maintenant sur vos écrans. Voilà, on peut répondre. Le public, on vous laisse 5 petites secondes. Allez, je fais un petit compteur oral. 4, 3, 2, 1, 0. On me dit toujours que ce n'est pas réglementaire, les secondes que je fais. Voilà. Merci à vous. Voilà, on va présenter. Ça tourne encore un petit peu. Allez, Benjamin. Le résultat. Bon. Alors, la particularité avec mes quiz, c'est que tout le monde a raison. Tout le monde a raison parce qu'il n'y a pas une bonne réponse absolue, évidemment. Il y en a une qui me semble plutôt dominante, c'est lorsqu'un ravalement de façade se profile. Je vais l'illustrer. Mais évidemment que maintenant, c'est l'idéal. Évidemment que la chaudière peut être un déclencheur. Évidemment que quand je veux, vous avez le droit de décider. Mais dans la grande majorité des cas, une rénovation globale est déclenchée par un besoin de ravalement de façade. Et ce besoin de ravalement de façade va entraîner la nécessité de mettre une isolation, nécessité légale et nécessité du bon sens. Au moment où on ravale, on met une isolation. Il faut avoir en tête que le ravalement se fait en moyenne tous les 25 ans. Donc, rater l'opportunité du ravalement de façade pour isoler, ça veut dire que vous ratez à peu près 25 ans. La prochaine opportunité, ce sera en 2047. Donc, ne surtout pas la rater. Et puisque vous faites un ravalement et que vous allez en profiter pour isoler, en moyenne, sur nos projets, on constate que sur un ravalement avec isolation, les 2 tiers du coût, c'est le ravalement. L'isolation, c'est qu'un tiers du coût. Et quand une copropriété nous appelle en disant « Bonjour, j'envisage une rénovation énergétique et j'ai fait un ravalement il y a 3 ans », et moi, je leur réponds « Rappelez-nous dans 20 ans ». Parce que je sais très bien qu'il est très, très improbable que les copropriétaires souhaitent refaire un ravalement, repayer un ravalement, refaire des travaux importants à court terme. Donc, évidemment, au moment où on va faire le ravalement avec l'isolation, on va en profiter pour regarder les autres aspects du bâtiment. Est-ce que c'est l'occasion d'isoler vos planchers hauts parce que votre toiture est vieillissante? Est-ce qu'on a la possibilité d'isoler vos planchers bas? On va en profiter pour moderniser la ventilation. On va en profiter pour changer de système de chauffage. Donc, c'est très majoritairement le ravalement de façade, le déclencheur. Et quand on regarde la motivation des copropriétaires qui viennent nous voir, elle est multiple, tant mieux, parce qu'en copropriété, il y a des sensibilités, des personnes qui sont différentes. Et donc, il y a beaucoup de motivation à faire des rénovations énergétiques. Celle que je vois le plus souvent, c'est l'entretien de la copropriété, c'est-à-dire le bâtiment commence à être vieillissant, sa façade en particulier, qui peut être un peu moche ou plus fréquemment présenter des pathologies, des signes de vieillissement. Donc, l'occasion du ravalement est l'occasion d'isoler. Requalifier architecturalement, c'est-à-dire on a envie de changer un peu ou beaucoup l'apparence du bâtiment. L'amélioration du confort, on l'entend beaucoup, protection contre le froid l'hiver et contre le chaud l'été, voire contre le chaud l'hiver dans certains cas dans les passoires énergétiques où la régulation est compliquée. Les économies d'énergie et de CO2 sont aussi une motivation des copropriétaires, évidemment, mais c'est une parmi d'autres. La mise en conformité avec les normes ou les réglementations actuelles ou à venir. Aujourd'hui, on en a qui ont été cités, c'est-à-dire l'interdiction de mise en location des passoires énergétiques en 2025, 28 ou 34, selon qu'on est en classe E, F ou G, l'interdiction de pose d'une nouvelle chaudière fuel, peut-être un jour l'interdiction de pose d'une nouvelle chaudière gaz. Et puis, celle qu'il ne faut pas oublier, qui existe depuis plusieurs années, l'obligation d'isoler lors d'un ravalement. Il est interdit de faire un ravalement sans isolation, sauf si on peut démontrer qu'on a une bonne raison de ne pas le faire. Et donc, tout ça fait que
Si on a rénové son bâtiment, si son logement est dans les meilleures classes énergétiques, il se vend plus cher que s'il est dans la moins bonne classe énergétique. Le fait qu'il soit plus confortable, que ses pathologies aient été traitées, qu'il soit plus beau, qu'il soit plus économe en énergie, qu'il soit plus conforme aux normes actuelles et sans doute futures, eh bien, ça fait qu'il a une valorisation qui est meilleure. Les notaires quantifient cette valorisation. On constate qu'en région Île-de-France, en petite couronne, par exemple, on a 12% d'écart de valeur entre les logements dans les pires classes énergétiques, FG, et les logements dans les meilleures classes. Et 12%, ce n'est pas rien quand on est en petite couronne francilienne avec un coût de l'immobilier qui est très élevé. Donc, on a, vous le voyez, des motivations qui sont à la fois de bonne gestion du patrimoine, de confort, d'environnement ou d'économie. Il y en a à peu près pour tous les goûts. Alors ça, on l'a déjà vu, je pense, donc je ne vais pas revenir dessus. Les obligations de PPT, de plan pluriannuel de travaux, de DPE, je vous les épargne. Et je vais plutôt prendre un exemple de rénovation énergétique, plutôt de présentation d'un plan de financement. Quand on va voir des copropriétaires et qu'on leur dit la rénovation énergétique va vous coûter tant, si on leur dit ça de but en blanc, en général, on risque de décourager. Et ce qu'on fait, c'est qu'on fait toujours une présentation de 2 scénarios. Ce que j'aimerais qu'il soit obligatoire de faire dans les plans pluriannuels de travaux, ça peut servir aux personnes qui vont rédiger les décrets prochainement. Il faut absolument qu'il y ait une analyse financière à chaque fois. Si on se limite à dire, alors sur cet exemple, je ne sais absolument pas ce qu'il en est sur vos bâtiments, ça c'est un exemple réel, on fait toujours un scénario 1 qui est simplement la partie entretien du bâtiment, mise en conformité réglementaire. Donc ici, il y avait besoin dans ce bâtiment de faire un ravalement de façade, un peu de mise en sécurité incendie et une étanchéité des balcons. Et on compare à d'autres scénarios. Alors, pour simplifier, j'en ai mis qu'un deuxième, un scénario très complet, mais parfois, on met des scénarios intermédiaires. Dans le scénario 2, il y a évidemment la mise en conformité réglementaire, mais il y a aussi l'isolation par l'extérieur, l'isolation des toitures terrasses, l'isolation des planchers bas, l'amélioration de leur ventilation, le calorifugage des réseaux et le remplacement des menuiseries, donc des fenêtres collectives et individuelles. Et donc, on va voir que dans un cas, on est sur une quote-part de 8 000, dans l'autre de 18 000. Donc, des écarts qui sont importants. Et si on présente seulement ça, la grande majorité des copropriétaires vont nous dire « Non, mais ce n'est pas envisageable. Je ne vais pas pour 10 000 € de plus envisager l'isolation du bâtiment. » Mais si on va plus loin dans l'analyse et qu'on leur dit « Dans le scénario 2, avec la dimension énergétique, vous avez droit à, je vais arrondir, 4 à 5 000 € de subvention selon votre niveau de revenu. » Déjà, ça resserre assez significativement l'écart. Ensuite, si on vous met en place un prêt sur 15 ans, alors en plus, on peut proposer des prêts sur 20 ans, dans ce cas-là, le remboursement mensuel est d'environ 50 € sur votre scénario 1, ce que vous devez de toute façon payer, et il est de 70 à 80 € dans le scénario où vous faites beaucoup d'économies d'énergie. Ça resserre de plus en plus, et puis en plus, ça rend faisable le scénario qui, a priori, n'était pas faisable. Autant sortir 18 000 €, la majorité des ménages ne peuvent pas le faire. Rembourser 70 à 80 € par mois, ça devient plus réaliste. Et enfin, si je déduis les économies d'énergie, eh bien, cette fois-ci, on s'aperçoit que pour les ménages qui n'ont pas de problème de revenus, donc ce que j'ai appelé tous, on est au même niveau d'effort mensuel, qu'on fasse des économies d'énergie ou pas. Et pour les ménages à revenus très modestes, la rénovation énergétique coûte moins cher. Donc, vous voyez que ce petit raisonnement n'est pas d'une complexité énorme. Ça demande 5 minutes de présentation et puis un petit peu de temps d'analyse. Mais simplement, si on prend ce temps-là, on démontre que la rénovation énergétique est rentable. Alors que si on n'avait pas fait ça, on aurait forcément eu un copropriétaire qui aurait pris les 18 000 € d'investissement dans le scénario de rénovation énergétique, qui aurait divisé par les économies d'énergie mensuelles et qui aurait dit « ce n'est pas rentable la rénovation énergétique, il ne faut pas la faire ». Donc, il faut simplement bien montrer qu'avant de calculer la rentabilité, on regarde les travaux à faire de toute façon, on regarde les subventions et on regarde les économies d'énergie. Et si on prend en compte ces 3 paramètres, la rénovation énergétique est très souvent rentable. Voilà, je ne prendrai peut-être pas les questions tout de suite, mais il peut y avoir des questions sur cette analyse-là. Sur la méthodologie, comment est-ce qu'on s'y prend? Ce que nous, on propose ou ce qui existe sur le marché, c'est la copropriété, qui s'entend comme son syndicat de copropriétaires, représenté par son syndic, représenté par son conseil syndical, va travailler avec des acteurs qu'on appelle les maîtres d'œuvre, c'est-à-dire l'architecte, l'ingénieur thermique fluide, celui qui va définir les solutions techniques, dessiner le bâtiment tel qu'il sera demain, organiser la consultation des entreprises pour obtenir le
mieux-disant, c'est-à-dire en quelque sorte le meilleur rapport qualité-prix pour vos travaux. On fait toujours des analyses où on trouve des entreprises qui correspondent à vos besoins. On ne va pas consulter l'entreprise dont on considère qu'elles ne sont pas bonnes, mais si l'entreprise qu'on considère bonne a fait une offre qui est un peu moins bonne qu'une autre, on va vous dire qu'il faut regarder pas seulement le prix. On vous fait des rapports d'analyse des offres. C'est toujours la copropriété qui choisit à la fin, mais le maître d'œuvre éclaire les offres des entreprises pour que la copropriété choisisse au mieux. Et ce qu'on appelle donc MOE, maître d'œuvre, celui qui définit les solutions techniques, organise la consultation des entreprises et puis va piloter le chantier en phase de chantier. Et AMO, désolé pour l'acronyme, j'ai essayé d'en mettre peu, mais comme ceux-là reviennent très souvent, je me suis dit que j'allais les laisser. AMO, c'est assistant à maître d'ouvrage. Le maître d'ouvrage, c'est vous, c'est la copropriété, c'est celui qui achète une prestation. Et l'assistant à maître d'ouvrage va l'aider, donc il va faire tout ce que ne fait pas le maître d'œuvre, en particulier l'accompagnement humain et l'accompagnement financier. Les deux sont obligatoires en copropriété. En tout cas, si vous voulez des aides, MaPrimeRénov' Copropriété impose d'avoir un AMO et impose d'avoir un maître d'œuvre dès 100 000 € de travaux. Et en copropriété, sauf les très petites copropriétés, on atteint assez souvent ces montants-là. Donc, l'AMO, je pense que je le détaille un petit peu après. Je voulais préciser aussi qu'il est possible de les prendre séparément, de prendre un architecte, un ingénieur thermique fluide et un AMO. Il est possible aussi de les prendre en une seule offre, ce qu'on appelle un ensemblier qui intègre les 3 prestations en une selon le choix de la copropriété. L'AMO, ce qu'il va faire, c'est un accompagnement technique, un accompagnement social. Ça a été évoqué dans la présentation précédente par Juliette de Solia. L'accompagnement social, l'accompagnement financier, la communication, l'aide au vote des travaux. Il y a plein d'expertises qui peuvent être apportées par l'AMO. J'ai donné un exemple avec les plans de financement. Le plan de financement un peu simplifié que je vous ai montré va être des aides à la prise de décision pour vous aider à penser plus loin que la simple quote-part, pour faire une analyse financière, pour que vous choisissiez votre programme de travaux avec tous les éléments entre les mains. Mais on proposera aussi des plans de financement beaucoup plus détaillés juste avant le vote de travaux. Non pas des plans de financement un peu simples comme ce que je vous ai montré, mais des plans de financement individuels, nominatifs, pour que chacun sache exactement ce qu'il va voter. Je ne vais pas détailler trop le rôle de l'AMO, mais je vais insister sur un autre aspect maintenant, le prêt. Parce que les subventions vont vous aider dans votre projet, vont rendre plus rentables les projets de rénovation énergétique que les autres, surtout les projets un petit peu ambitieux. Mais les subventions ne vont pas tout financer. D'abord, les subventions vont en général arriver après la fin des travaux. Et donc, on va vous proposer, nous, une solution d'avance d'aide. Donc, pour que vous ayez l'aide avant le début des travaux, pour que vous puissiez payer les travaux avec la subvention. Et puis, on va vous proposer aussi des solutions de prêt. Et là, je vais détailler les prêts collectifs. Le prêt collectif, il y a 3 sociétés qui en proposent. La Caisse d'épargne Île-de-France, qui est assez loin l'acteur leader sur le marché. Domo Finance, qui est une co-entreprise EDF BNP. Et nous, qui proposons, alors nous et puis quelques autres sociétés publiques équivalentes à nous dans d'autres régions. En Île-de-France, c'est nous. Ça peut être Hauts-de-France, Passe Rénovation en Hauts-de-France, etc. Là, ce que je vais décrire, c'est notre prêt, parce qu'on n'est pas censé décrire les prêts des autres sociétés, mais ce qu'ils proposent n'est pas très éloigné de ça. Là, je décris un prêt collectif à adhésion individuelle, c'est-à-dire que c'est la copropriété qui le vote lors de son assemblée générale de vote des travaux, mais chaque copropriétaire n'y adhère que s'il souhaite. Il ne participe à ce prêt que s'il le souhaite, même si c'est un prêt collectif. Donc, chaque copropriétaire va prendre entre 0 € et sa quote-part. Donc, il peut prendre toute sa quote-part, il peut prendre une partie de sa quote-part en disant qu'il va mobiliser un peu d'épargne ou prendre 0 € s'il ne souhaite pas participer à ce prêt collectif. Dans tous les cas, aucun copropriétaire n'est responsable de la dette de ses voisins. Donc, il y a ce qu'on appelle une caution solidaire qui fait que si un copropriétaire ne rembourse pas correctement sa quote-part de prêt, la caution va rembourser à sa place. Donc, on n'est jamais mis en danger par le non-remboursement d'un des autres copropriétaires. On est libre du montant emprunté et il n'y a pas de critères de revenus alors dans notre cas, jusqu'à 21 000 €. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas d'analyse de la capacité de remboursement jusqu'à 21 000 €, c'est simplifié. Il n'y a en aucun cas 21 000 € ou plus d'âge demandé. Vous savez peut-être que sur les prêts classiques, les prêts de marché, dès 60-65 ans, c'est difficile d'accéder aux prêts. Sur le prêt collectif, 20 ans, 60 ans ou 95 ans, on ne regarde pas. L'état de santé, on ne regarde pas. Et la capacité de remboursement, on ne la regarde qu'au-delà de 21 000 €. Et quand on la regarde, on tient compte des économies d'énergie. Pour reprendre l'exemple que je montrais ici,
Xavier a peur de me voir revenir en arrière. Je trouve que ça avance pas assez, alors si je recule. Quand on voit un prêt avec des remboursements à 80 € et en plus des économies qui représentent 27 €, donc un tiers du remboursement de prêt, on se rend compte que ce n'est pas négligeable. Si sur les 80, un tiers vont venir en économie d'énergie, on va tenir compte de ça. Donc, ça permet d'avoir un accès très large au prêt. Alors, attention, il y a quand même des critères, notamment les impayés. Une copropriété qui a un fort taux d'impayés n'aura pas d'accès au prêt. Donc, il faut traiter les impayés longtemps en amont. Et un copropriétaire qui est en impayé chronique n'aura pas accès au prêt, en se disant que si le copropriétaire ne paye pas correctement ses charges de gestion de copropriété, il risque de ne pas payer ses charges de gestion de copropriété majorées d'un remboursement de prêt. Mais tout ça, ça nous permet de faire des éco-prêts à taux zéro. Alors, parce que l'État paye les intérêts non perçus, donc c'est une forme de subvention intégrée à un prêt qui fait que c'est extrêmement avantageux pour le copropriétaire, il n'a pas d'intérêt. Et si certaines parties du prêt ne tiennent pas dans l'éco-prêt à taux zéro, parce que l'État est regardant, il ne paye que la partie énergétique dans l'éco-prêt à taux zéro, les prêts qu'on propose sont à 2,26% de taux global, c'est-à-dire en tenant compte de la caution, de cette forme d'assurance. Sur un prêt sur 15 ans, vous ne trouverez pas ça en allant voir votre banque de quartier. Aujourd'hui, la moyenne d'un prêt conso, c'est 3,6%. Ça, c'est parce qu'on a un partenariat avec la Banque européenne d'investissement. Donc, que faire ensuite? Si la copropriété est motivée, qu'elle a besoin de travaux, notamment d'un ravalement, moi, je vous encourage à ne pas faire d'audit, de diagnostic, etc. C'est perdre un an et c'est perdre de l'argent. Si vous savez que vous avez besoin de faire des travaux, faites directement un programme de conception. Donc, vous allez chercher un maître d'œuvre et un AMO ou les deux intégrés. Vous gagnerez du temps, vous gagnerez de l'argent. Et sachant que les délais sont longs en copropriété. Une conception, elle dure en moyenne 12 à 18 mois. 12 mois, c'est quand ça va vite. 18 mois, c'est quand même un peu plus courant. Donc, pour aller jusqu'au vote des travaux. Donc, quand vous pouvez gagner du temps, n'hésitez pas. Si vous êtes déjà en cours de conception, mais que vous avez oublié l'AMO, vous avez déjà un architecte avec qui vous travaillez ou un bureau d'études qui vous fait la conception, allez vite vous chercher un AMO parce que vous aurez l'obligation de recourir à un AMO pour avoir droit aux aides et à mon avis, il pourra vous être bien utile. Et puis, si vous n'êtes pas sûr de faire des travaux, vous êtes un peu perdu, vous ne savez pas vers quoi il faut aller, ou alors vous êtes très motivé, mais la copropriété ne l'est pas, alors commencez par le diagnostic, audit global, DTG. Alors, veillez vraiment à une chose très, très importante, toujours du technique et du financier ensemble. Si vous prenez que la logique du PPT, c'est-à-dire que le technique, ça ne fonctionnera pas, vous risquez de bloquer votre copropriété. Donc, suivez les cahiers des charges définis par l'APC qui ont été évoqués tout à l'heure, qui veillent à avoir ces différentes dimensions. Voilà des idées de ce que vous pourriez faire dès maintenant. Je vais m'arrêter là ou laisser la place aux questions, Xavier. Voilà. Donc, Raphaël, oui, il y avait la question que je voulais te poser, c'est lié au reste à charge, avec effectivement la hausse des coûts d'énergie. Bon, ça n'a pas manqué, notamment sur le gaz, mais aussi sur l'électricité. Bon, enfin, on voit qu'il y a une difficulté à maîtriser le coût de l'énergie. Donc, comment est-ce qu'aujourd'hui, vous prenez ça dans vos simulations? Comment vous arrivez? Est-ce que vous arrivez à le prendre dans vos simulations? Alors, on ne prend pas en compte une évolution du prix de coût de l'énergie quand on fait des simulations. Pour une raison simple, c'est qu'on n'a aucune idée de comment elle va évoluer. On sait très bien comment elle a évolué, on n'a aucune idée de comment elle va évoluer dans un avenir proche, on ne sait déjà pas, dans un avenir lointain, on ne le sait pas. Ce qu'on sait, c'est que les tendances vont plutôt être à la hausse, et tout le monde a tendance à l'oublier. On a été créé en 2013, les cours de l'énergie sont beaucoup montés vers 2015-2016, et on avait pris en compte à l'époque dans nos simulations des indexations, des actualisations de 5%, en se disant que ça va toujours monter. Sauf que vers 2017-2018, les cours ont beaucoup baissé. Et on nous a fait le reproche de dire que la tendance allait toujours être à la hausse. Alors, on le savait tous qu'un jour, ça allait remonter. Mais tout le monde a préféré faire l'autruche et faire comme si les cours de l'énergie allaient rester bas pour toujours. Donc, on sait qu'aujourd'hui, on est sans doute plus sur des cours un peu normaux que ce qu'on a eu depuis 3-4 ans. Et il faut bien savoir qu'aujourd'hui, une copropriété qui a fait une rénovation énergétique, si les cours de l'énergie montent, sa facture va monter, mais elle va monter beaucoup, beaucoup moins qu'une copropriété ou qu'un ménage qui n'a pas fait de rénovation énergétique. On est beaucoup moins fragile quand on a fait une rénovation énergétique. Dans mon cas personnel, j'ai un logement à très basse consommation. Si ma facture énergétique double, ça va me coûter 10 € par mois. Oui, on voit bien que
on a intérêt à faire la rénovation énergétique, quoi qu'il en soit, parce que Exactement. ça va coûter beaucoup plus. Quand on regarde les copropriétés que vous accompagnez, Île-de-France Énergie, c'est quoi le profil classique de la copropriété? Alors aujourd'hui, ce que l'on fait à grande échelle, c'est de la copropriété de taille assez importante, plutôt de plus de 50 logements. On a quelques exceptions avec quelques 20 ou 30 logements. La difficulté, c'est que, je l'ai décrit, on a sur chaque copropriété un ingénieur financier, un architecte, un ingénieur thermique fluide et un chef de projet. Et avoir 4 ingénieries sur chaque copropriété, ça fait des coûts qui sont très facilement absorbables sur les grosses copropriétés, moins sur les petites. Donc, on fait quelques exceptions quand les copropriétés sont super motivées. C'est ce que disait tout à l'heure Frédéric Delomo, c'est la difficulté qu'il y a sur des plus petites copropriétés à engager des travaux de rénovation énergétique. Est-ce qu'on a des solutions? J'imagine que ce sont les aides qui vont pouvoir aider ces copropriétés? Oui, il y a déjà une solution en partie envisagée par certains territoires ou mise en œuvre par certains territoires, comme la métropole du Grand Paris, qui dit je vais verser une subvention à la maîtrise d'œuvre qui soit d'un montant fixe de 10 000 euros. 10 000 euros sur une énorme copropriété de 500 logements qui en aura pour 120 000 euros de maîtrise d'œuvre, c'est presque rien. 10 000 euros pour une petite copropriété qui en a pour 20 000 euros de maîtrise d'œuvre, c'est énorme. Donc, il commence à y avoir des initiatives de ce type pour essayer d'aider davantage les petites copropriétés sur la partie ingénierie. Voilà, c'est des forfaits d'aide. Voilà, merci beaucoup, Raphaël, pour cette présentation.